Bonsoir tout le monde, on est lundi, bienvenue chez le Permacodeur. Donc ce soir, commentaire d'article. Alors c'est marrant parce que j'ai un petit stock d'articles. Alors c'est plus ou moins long et le truc c'est que j'étais en train d'en sélectionner un et il y en a un qui est arrivé dans ma bannette et je me suis dit ok, tu oublies tout ce que tu étais en train de préparer en termes de liste, on va discuter de ça ce soir. Ouais. Je vais vite expliquer pourquoi. Parce que c'est en fait la manière dont je choisis les liens. C'est pas forcément des liens récents, hein, vous aurez remarqué, il y en a qui datent, il y en a qui sont, alors il y en a des fois qui sont un peu plus proches de l'actualité parce que ça me permet d'en parler aussi, mais non, il y a un peu de tout. Et surtout le plus intéressant, c'est que en fait je marche beaucoup au feeling, tout bêtement. C'est que je vois un lien et je me dis ok, là dans le contexte professionnel que j'ai, ça me gratte et ça me gratte beaucoup. Et donc c'est là que je me dis ce lien-là, je vais l'adresser parce que ça va pas. Voilà. Donc si jamais vous m'avez envoyé un lien et que j'en ai pas forcément parlé, soyez pas ne m'en voulez pas beaucoup parce que je marche beaucoup au feeling et c'est super important. OK, let's dive in. Alors, ce soir, j'ai décidé de parler de dépendance. Voilà, il est arrivé 2 novembre, ça date d'hier, mais je sais pas, il est arrivé ce matin dans mon champ de vision, on va dire ça comme ça. Donc c'est un article sur le blog de roulement de tambour, j'en profite parce que des fois après j'ai peur de mal dire. Donc de Nicolas Frankel, que vous connaissez déjà parce qu'il est relativement actif. On voit passer ses articles de blog de temps en temps, mais je crois pas que j'en avais déjà regardé un article, enfin en tout cas commenté un article en stream, mais c'est ce qu'on va faire ce soir. Parce que il a décidé de parler d'un sujet qui est pour le coup au cœur des discussions, mais en ce moment, moi, au niveau pro, il y a des sujets que je regarde sur tout ce qui est dépendance, et ça va être extrêmement intéressant parce que j'aime beaucoup l'article, j'ai lu en grande diagonale, non plus attentivement que ça quand même, mais et je vais avoir quand même pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, je me promets d'essayer de faire court pour futur mois, mais je vais faire ce que je peux. Ok, alors on va parler de choisir une dépendance. Fun fact, I thought I already written this post, but then I wanted to reference it. I found out that I didn't. In this post, I'd like to describe my approach when choosing a dependency. I will first define what I mean by dependency in the context of this post. Then I will list a grid of several criteria to analyze possible dependencies with. Rien que ça, je vais pas passer 50 ans sur les trous. Vous inquiétez pas. Mais rien que ça, c'est cool parce que il se pose la question, combien de gens se posent la question de choisir leur dépendance? Combien? Relativement peu de ce que j'ai pu voir. En tout cas, de ce que je vois des packages.json, relativement peu. Donc, on va déjà commencer par définir. Qu'est-ce que c'est qu'une dépendance? Une dépendance, c'est littéralement quelque chose dont votre logiciel dépend. Ça peut être de l'infrastructure, on oublie souvent ça, comme un système de fichiers, une base de données, un réseau, ça peut être un load balancer, ça peut être une brique quelconque, ça peut être Kubernetes, ça peut être Docker, voilà, exactement, ça peut être systemd, voilà, je vais citer tous les trucs clivants, on va évacuer ça. In the context of this post, however, I'd like to narrow the scope to a software dependency that you need to compile run, i.e. a library. Different software stacks have different names for this library. Ruby, ils appellent ça des gemmes, Rust, ils appellent ça des crates, Python et Node.js appellent ça des packages, Go appelle ça des modules, Maven Gradle appelle ça des dépendances, hence the name is used in the title. Ils appellent ça des dépendances, ouais, ils appellent ça des dépendances. Bon, après, on va dire, c'est un peu toujours la même chose. On parle d'un truc qu'on importe, quoi. Après, on va l'exécuter, le compiler, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un truc tiers qu'on importe. Note that the industry have been moving to a service-based architecture for purely revenue reasons. One can access services via a REST API or something else. In any case, the same evaluation criteria apply. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on utilise de plus en plus des API en tant que dépendance pour whatever reason, pour câbler des choses. Et voilà. Salut Benji. Coucou les dépendants. Si vous ou un de vos proches est tombé dans la dépendance, n'hésitez pas. Manifestez-vous. Stéphane, oui pour Maven. Il y a même un Golem Dependency. Oui, c'est ça, pour toutes les voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Java, donc vous me pardonnerez. Mais oui, effectivement, on parle de... Mais moi, j'aime bien le terme de dépendance, que librairie, vraiment, je vois l'idée, mais c'est vrai que dépendance, ça s'applique mieux, je trouve. Et donc, on peut aussi utiliser des API en tant que dépendance. Ça va être un peu moins le cas pour nous. Build versus buy. When you need new software, the usual quandary is to build it versus to buy it. Component off the shelf. The same reasoning could apply with the new dependency, with one major additional option, open source, bien sûr. The reason for choosing one over another have been discussed in many details over the year.
Alors, avant de rentrer dans son interprétation, lui, oui, bien évidemment, il y a le fameux never anywhere, enfin voilà, ou alors not invented here, ou alors le component of the shelf. Il y a toujours c'est des trade-offs. Hein. On va beaucoup parler de trade-offs, de choix, de compromis, de ce que vous voulez, de consensus mou des fois. Mais l'idée est toujours la même chose. Est-ce que vous dépensez l'énergie à faire vous-même, à maintenir vous-même, ou est-ce que vous vous reposez sur les autres? Et c'est vrai que l'open source, hein, on en a parlé déjà beaucoup de fois, et on continuera d'en parler, c'est un moyen qui n'existait pas avant de diffuser du code, et qui s'est répandu grâce à Internet, pour beaucoup de raisons. Mais c'est toujours un choix. Here's my modest contribution from personal experience. In my projects, I'm very conservative regarding visibility. Intéressant, j'aime beaucoup ça parce que pour le coup c'est un truc que je voulais avoir et j'aime bien avoir le regard de quelqu'un qui a essayé d'atteindre en fait le même objectif que moi dans un autre contexte. I try to keep external access to the bare minimum. In Java, I use private as much as possible, including in constructors. However, you can't use private constructors in tests. Oui, c'est privé. Hence, I widen the visibility to package protected, but I wanted a way to document it. Ça, j'ai essayé de le faire un nombre incalculable de fois dans l'écosystème Node.js. Et puis après, je me suis rendu compte que privé, public, tout ça, c'est... Je vais pas me lancer dans un rant sur le privé-public, mais oui, je pense qu'il y a un argument sur le fait de débattre, en tout cas. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, si on exclut le débat public-privé, j'aime beaucoup cette conception du partiellement privé. Oui, parce que on est pas là en l'occurrence, il parle en Java. En JavaScript, c'est une vaste blague, mais même ce concept de dire je veux exposer une API publique et de la documenter comme telle, tout en cachant une certaine partie, mais en exposant cette partie pour les tests, un sujet que je considère comme étant quand même relativement résolu côté Rust, même si je pense que c'est débattable pour un certain nombre de raisons, notamment au niveau des tests d'intégration. Est-ce qu'on intègre ce qui est privé de ce qui est pas privé? Ah bah là, c'est pas la même. Mais bon, en tout cas, il a eu cette problématique-là. Et j'aime bien, hein. In the past, I use regular comments, la pire des choses, bien évidemment, until a colleague pointed at Guava's visible for testing to me. Donc une annotation qui dit ce qu'elle fait. Visible for testing. I became a big fan instantly. And yet, et là c'est la grosse différence avec beaucoup de gens, je trouve, I wouldn't bring in the dependency for visible for testing only. If that's the only annotation I have for Guava, then I'd rather create my own. Ça, c'est extrêmement minoritaire, je trouve, comme approche. Ouais, il va être « Do not use or you will be fired ». Il y a des gens qui ont fait du React dans le coin. If I need other classes from Guava, however, I would reassess my decision. For example, multimap, a map with possibly multiple values stored under a key, requires a lot more time to develop. Thus, if I need multimap, I would probably add the dependency. Donc on a déjà l'arbitrage entre « Ok, c'est très simple à importer une dépendance, mais… » vu tout ce qu'il y a derrière, et vous le voyez, hein, le titre d'après, font pondérer la chose, alors que bien évidemment, si c'est beaucoup plus lourd, bah là, on se pose moins la question. Ça paraît logique. En tout cas, est-ce qu'on en a vraiment le besoin qui justifie tout le reste? Et on va voir que tout le reste, mine de rien, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas forcément traitées. As you can see, the decision is pretty context dependent. C'est le sujet. In the rest of this post, we will assume that choosing to build wasn't the best solution, and we need to select a dependency from what exists. Assume, hein. Risk management. Donc on décide, on va importer la librairie, parce qu'on a dit choosing to build wasn't the best solution. Et donc il va falloir choisir. Donc risk management. Choosing a dependency is a risk, and as for every risk, you need to apply proper risk management technique. Hein, parce que, encore une fois, pas assez de gens font. Identify risk. In the next section, I will list several items you can consider. Ils vont être intéressants, ceux-là. Analyze each risk. Consider likelihood and its impact. Organizations are different. One considers a specific risk impact as low in their context, but another one sees it at high. I can't help you there. Typiquement, j'ai eu le cas, hein, je sais, parce qu'en ce moment, je fais de la montée de dépendance. C'est pour ça que j'ai choisi cet article aujourd'hui. Tout ce qui est dev-dep, enfin dépendance de dev, vous savez, les frameworks de test, etc., on va avoir tendance à dire que c'est relativement low. Ben, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Le truc, c'est que c'est un maillage. Votre framework de test va peut-être déterminer votre framework de test E2E. Eh oui, parce que tout ça, c'est lié, et donc ça va probablement être lié à une autre manière que vous avez de gérer votre front, etc., qui va peut-être déterminer la manière dont votre framework fonctionne. Donc il faut faire extrêmement attention à certaines règles un peu faciles
qui vous permettrait, parce que souvent en fait le risk management c'est comment je fais pour mettre ça sous le tapis, c'est ça le risk management, et que je me dis finalement j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Les choses sont beaucoup plus complexes qu'on pourrait le croire, pour ces raisons-là. Plan responses for each risk, document mitigating actions and their associated cost. Moi, quand on me demande, par rapport à cette gestion de risque, qu'est-ce qu'on fait, voilà, je dis, peut-être qu'à un moment donné, on va pas pouvoir mettre à jour le framework. Ouais, on peut pas mettre à jour le framework. Oh, non, pas c'est peut-être intéressant, c'est peut-être pas intéressant, c'est peut-être problématique, c'est peut-être pas problématique. Sauf que, quand il commence à arriver des sujets de supply chain attack, de vulnérabilité, ce genre de choses, ça commence à être compliqué parce que j'ai le cas, par exemple, où il y a une lib qui n'est plus maintenue parce qu'elle est vieille, parce qu'on s'est pas posé la question de est-ce qu'on l'a maintenue en local, est-ce qu'on en interne, est-ce qu'on cherche une alternative, etc. Non, la lib elle existe, elle est utilisée, elle est plus maintenue. Il y a une CVE qui tombe, Dependabot il est pas content. Manquerait plus qu'en plus que les rapports de Dependabot et d'audit, etc., ça remonte, vous savez, c'est escalade. On aime bien escalader des choses dans notre métier. Et donc que ça arrive sous des yeux de gens qui n'ont que ça à faire que de regarder des rapports d'escalade, plutôt que d'en faire eux-mêmes. Et souvent, ils en font eux-mêmes. Et ça redescend en termes de pression derrière. On voit des trucs critiques, etc. J'ai vu un article sur LinkedIn ou sur 01.net, je prends les pires endroits, où on me dit que en ce moment, il y a des supply chain attack, faut corriger. Ouais. Et peut-être qu'il faut le faire, peut-être qu'il faut pas le faire. Le truc, c'est que peut-être qu'on va être bloqué, mais que les engagements qu'on avait en termes d'incrément vont être mis en risque eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout et on monte de 3 versions parce qu'on l'a pas fait pendant 3 sprints? Ou 3 incréments? Ou 3 ans? C'est compliqué. Mais bon, en tout cas, on ne peut que lister ça. On ne peut que lister les risques qu'on peut avoir. Le truc, c'est qu'on sous-estime, comme toujours, comme le temps de développement, on sous-estime toujours les risques et les conséquences que ça peut avoir. Monitorer. Risk management is not a static activity done once. Even in the context of dependencies, new risk can appear, e.g. a new critical CVE. Moreover, a risk can increase in its likelihood, e.g. a core committer leaves the project. Ça aussi. And reduce the buzz factor to a critical level. C'est peut-être même un niveau 0 en termes de buzz factor s'il n'y a plus personne. Perhaps it's time to dedicate a full-time employee to project maintenance. C'est chaud, hein? On va y venir relativement rapidement. Ça rejoint aussi le sujet du financement de l'open source, dont on a déjà parlé. Je migre un projet AngularJS en ce moment. Plus de 300 CVE remontés dans Sonar sur l'existant. C'est bien de monitorer, à un moment, il faut adresser le truc. Oui. Non mais oui, en fait, c'est bien de monitorer, à un moment, il faut adresser. Pour adresser, il faut monitorer, il faut aussi savoir de quoi on parle. Et puis, il faut aussi introduire dans les pratiques de dev, on va dire même dans la gestion du produit, du projet, ce que vous voulez, une charge qui consiste à se dire, OK, on regarde qu'est-ce qui se passe dans le NPM, PNP audit, ce que dit Dependabot, oui, les CVE, enfin voilà, ce que dit Trivi, ce que dit Snyk. C'est très facile de mettre en place un pipeline extrêmement complexe qui va vous cracher un tas de trucs. Effectivement, si on n'adresse pas derrière, je vois pas l'intérêt. Et le coût du core committer qui livre le projet, ça arrive beaucoup plus d'une fois, parce que si on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on prend comme dépendance, on tombe tout à fait sur le projet d'un interne qui a été fait dans un coin et que vous vous retrouvez coincé, et puis c'est le truc qui est utilisé partout dans votre projet. Et il faut financer tout ça. Choice criteria. The blurb I wrote is the foundation upon which I'll build. I'll develop upon it. License and legal aspects. Et j'aime beaucoup le fait qu'on commence par ça, parce que ça n'est pas neutre. I believe this is the most important aspect by far. Je suis bien d'accord. You need to look at the license. GitHub makes it very easy to verify it. First, it encourages project to have a license file. Et c'est vrai. Créer un projet sur GitHub, ça va être radical. Then it displays prominently at the top if it's one of the recognized open source licenses. Effectivement, il y a tout. Et ça, c'est relativement récent. Alors, ça doit faire quand même 5 ans, un truc comme ça. C'est vrai qu'il n'y était pas avant et maintenant, ils font un effort. You need to make sure you understand the license. For Angular OSC approved license, open source initiative, it's quite easy. Others have already done the work for you. For other types, it can be harder. Alors, oui et non, parce que moi, par exemple, j'utilise la what the fuck licence, do whatever you want with it. Mais oui, enfin, bon. Après, c'est important de bien reconnaître. Et moi, le premier, je regarde toujours la différence régulièrement entre Apache, MIT, GNU GPL, etc. Déjà pour me rafraîchir. Et puis voilà, faut se maintenir à jour. Et puis en plus, on a le droit d'oublier. Donc c'est bien, on peut checker. Et le OSC Approved License,
Et ça, très très bien. Vous en mettez vous mettez une Apache ou un truc comme ça. Et voilà, vous voyez l'Apache version 2.0, la version 1.1. Il y a tout ce qu'il faut derrière pour comprendre. Il y a la licence. Some dependencies are raised under a dual license. Ouais, ça faut faire gaffe. One open source and one commercial. Most of the time, you can assume the open source license is quite restrictive and will need the commercial one. Oui, à voir. Mais oui, par contre, il faut au moins savoir. Encore une fois, il faut savoir. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend, dans quelles conditions. C'est aussi simple que ça. Pricing. If the license is commercial, then pricing has three models that I know of. Fixed price, variable price based on some factor, number of CPU, users, etc. Combination of the above. Limited time or forever. Oui, bien sûr. Oui, ça paraît logique. My best advice would be to write down your requirements, your scope, and your budget. Then you should probably delegate the purchase to your purchasing department. There are pros, and they're the best one to negotiate with. You will need to involve them at some point anyway. Oui, alors ça c'est moins pour les librairies que pour les dépendances tierces, hein, bien évidemment, quand on parle d'infrastructure, ce genre de choses. Ouais, j'ai jamais été vraiment en situation d'aller négocier des licences. J'ai toujours payé rubis sur l'ongle ou fait payer rubis sur l'ongle. J'avoue que c'est pas forcément une mauvaise chose d'utiliser ça. Donc oui, faire intervenir les services des achats, à nuancer parce qu'ils n'ont pas forcément les idées claires sur un tas de trucs. Mais c'est bien de les accompagner, c'est bien de... Voilà, mais encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Définir, regarder, monitorer, évaluer les risques, les documenter. Ça donne, ça donne une idée. Mais c'est bien aussi qu'on parle du pricing, hein, parce que trop souvent, en fait, il y a des produits qui sont créés sur tout un tas de librairies, dépendances, open source, que vous voulez, etc., et qui se posent absolument pas question du pricing. Puis après, on s'étonne que les projets ils meurent et que justement, il y a quelqu'un qui s'est déjà barré, qui a un buzz factor, enfin tout ce qu'on disait, quoi. C'est un vrai problème, ça, pour le coup. Et c'est encore pire. Enfin, je l'ai vu encore sur les réseaux, des gens qui font des remarques. Ah bah oui, telle boîte qui fait de l'OSS, il paye pas cher, etc. Bah, payez plus l'OSS. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Non mais. Governance. Commercial projects are governed by a company. The main benefit of a company-governed project is financial backing. It may become a moot point if the project doesn't return the expected revenue. Other benefits will likely include professional skills to leverage as well as support. C'est vrai. Et c'est, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur modèle, en tout cas le moins mauvais, je trouve, pour des entreprises qui ont un fort potentiel OSS. À la fois la partie hébergement, des trucs professionnels, où effectivement le mode SaaS permet d'avoir un financement sur la durée, mais d'avoir un moteur qui soit open source et donc qui ait des contributions, ça fonctionne pas mal. Maintenant, je dis ça, il y a quand même des exemples qui montrent que très très facilement, on peut tomber dans la partie freemium. Je pense notamment à Cypress, parce que voilà, j'ai fait du Cypress aujourd'hui et ça me casse la tête des fois, et parce qu'il y a beaucoup de choses dans Cypress qui sont dans la partie Cypress Cloud, et il y a cette tentation souvent de basculer derrière. Et je comprends les besoins de financement, et je suis le premier à dire qu'il faut les payer. Mais moi, quand je suis dans la situation où on me dit bah non Stéphane, on va pas banquer pour ce genre de choses, et ça me désole, hein, bien évidemment, je ne peux qu'être frustré dans l'utilisation. Mais les conseilleurs sont pas les payeurs, et puis les acheteurs ne sont pas les usagers. Hein. Ouais. Alors regardez tous ceux qui malheureusement souffrent d'utiliser les solutions Microsoft. C'est clairement pas eux qui les achètent. Open source ones provide several alternatives regarding governance, a foundation, a community of developers, or a single one. Foundations are the most stable form of governance similar to companies. J'irais même jusqu'à dire que les fondations sont beaucoup plus stables que les entreprises. Pas forcément en termes de financement, mais dans la durée. Parce que ça part souvent d'un élan qui est OSS. Donc on va dire d'un élan qui est, qui est dans l'esprit communautaire, de contribution, de partage. Et donc, quand une fondation se crée par-dessus ça, on a déjà le sous-jacent, en fait, des gens qui contribuent et qui se cassent la tête pour ces sujets-là. Donc, pour moi, les fondations sont très saines. Après, ça n'empêche pas qu'elles peuvent avoir leurs dérives, etc. On l'a vu avec Firefox, enfin, Mozilla en l'occurrence. On l'a vu avec Wikimedia. Il y a des dérives qui arrivent facilement dans les fondations, mais le cœur même de la fondation fonctionne pas mal. Contrairement aux entreprises où je disais, il y a la tentation de extirper du revenu. Ce qui est, encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, voilà, c'est libéraux, vous êtes acceptés sur ce stream. Mais c'est normal, c'est OK. NX, bah oui, NX qui force là-dessus, achète notre cloud. Oui, NX Cloud, il pousse énormément, mais il y a pas que. Enfin, je regardais, c'était quoi? C'était Dagger, ouais, Dagger Cloud, pareil. Enfin, il y avait un gros forcing
sur cette partie-là. Docker for Desktop, enfin tu vas installer Docker maintenant, toute la doc se dirige vers Docker for Desktop, alors que très souvent, 95% du temps, tu veux juste l'engine, quoi. Alors que les fondations n'ont pas ce problème. Enfin, ils ont d'autres problèmes. Some may even support project financially. Not that not all foundations are equal. Ça, c'est vrai. The Apache Foundation, the Eclipse Foundation and the Linux Foundation operates under very different models. The Apache Foundation builds upon the individual merit of people who work on project. C'est vrai. On est récupéré par la fondation Apache, qui apporte le financement, le marketing, etc. Après, il faudrait que je fasse, il faudrait qu'on fasse un deep dive sur Apache. Peut-être que je réinviterai Sylvain, tiens, pour parler de ça. Il y a pas mal de choses à dire, je pense, sur les fondations ESS. Je me fais une note mentale. Rappelez-moi si j'oublie. They provide infrastructure, SCM, email, build infrastructure, etc., but you're on your own beyond that. On the contrary, the CNCF, part of the Linux Foundation, builds upon companies. A company becomes part of the CNCF by paying a contribution. Oui, puis il y a différents niveaux dans la CNCF et il y a différents niveaux d'implication. Oui, c'est un sujet passionnant, je trouve, la CNCF. On en a d'ailleurs qui ont causé avec la CNCF. C'est toujours intéressant de le voir, mais on voit bien que les entreprises cherchent à rejoindre la CNCF. Ça montre bien que cette fondation, elle a un poids qui est extraordinaire. Un poids financier, mais surtout un poids de renommée. On parle bien de la cloud native. Donc, gros sujet, quoi. The larger the group governing the project, the more time-consuming it will be to influence. C'est vrai. Influence may be as grand as driving the roadmap to the direction you want, as small as getting a bug fix, or even getting your own fix merge. Interacting with developers will be easier for technically minded people. In any case, expect to play politics to advance your goal, albeit with different politics depending on the governing body. Ça, effectivement, quel que soit ce que vous avez en face, que ce soit une entreprise dans laquelle vous avez mettre plus ou moins du pognon dedans, où il y a des tiers de support, etc., ou des entreprises qui vont organiser des confs, etc., voilà, des sujets, on le voit, les Clever Cloud, Elastic, etc., et c'est une excellente chose, ça permet de brasser, mais oui, ça vous permet après d'avoir les gens à l'intérieur, de causer avec les devs réels, d'éventuellement passer des messages. Je sais qu'à l'époque, c'était Confluent. J'avais discuté avec des gens de Confluent sur leur sujet. Voilà, ils étaient preneurs d'idées pour remonter derrière. J'ai déjà vu effectivement les gens de VH Cloud faire remonter des choses, bien évidemment. Et c'est bien, il faut avoir de l'entre-gens. On est encore, et je le dis encore une fois, j'insiste là-dessus, on est un corps de métier comme un autre. Et les corps de métier sont sociaux. On est des groupes de gens, on cause. C'est pas que s'envoyer des fions sur Twitter, n'est-ce pas? Maturity. Adding a dependency is a trade-off. C'est le sujet. You save on time, but you lose control. Limite ça, faudrait se le tatouer. If you build your software upon a project that goes unmaintained, you need either to migrate your code to cut the dependency or to maintain it yourself. For this reason, you must do a proper risk assessment before committing to a dependency. J'irais même plus loin encore. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Je vais le dire aussi en tant que nous, devs, etc. On alimente cette espèce de vision que peuvent avoir les product, business, les gens du dessus, etc. sur le fait que c'est facile de rajouter une dépendance. Et ça, c'est un réel problème, je pense. Je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus conservateur, pour le coup, vis-à-vis des gens, du business, du product, etc., en leur disant « Ah, mais c'est pas simple de rajouter une dépendance, il y a toute cette partie de risk assessment, il y a toute cette histoire de « on risque d'avoir à le maintenir nous-mêmes », il y a les histoires de CVE, etc. » Je pense qu'on ne remonte pas assez ça, et que c'est beaucoup plus facile de dire « Ouais, je fais npmi @tutu/titi et roule ma poule. » Et c'est en version 0.3, et puis ça va crever derrière, éventuellement, mais j'aurais changé de projet d'ici là. Stéphane, c'est ce qu'on préfère en tant que dev, remonter des vrais questionnements, feedback utilisatrice et utilisateur. Bah, bien évidemment. Je veux dire, développeur relationship, c'est dans le nom. S'il n'y a pas de relationship, c'est de la solitude, voilà. C'est vrai ça. Ne laissez pas vos devrels dans la douleur. Faites-leur des câlins. Here are a couple of data points to evaluate a project maturity. When was the project created? Older project beget more confidence. C'est un point de départ, on va dire. Oui, je le sais parce que effet Lindy, etc., ce qui existe depuis longtemps, continuera d'exister d'autant plus longtemps. Oui, ça paraît relativement logique. Après, c'est une combinaison de marqueurs. What is its release history? Ça, c'est important. The more regular the release frequency, the better it is. Je ne compte plus le nombre de fois que j'ai vu des repos sur GitHub, sur GitLab, ce que vous voulez, etc., même sur Bitbucket à l'époque, où il suffit juste de regarder, ne serait-ce que la liste des releases. Des fois, il n'y en a même pas. Voilà, vous avez le code, il a été publié,
et c'est tout. Il n'y a pas de version en fait. La dernière version, c'est le dernier commit. C'est un choix. Je ne juge pas les méthodes en tout cas de versionning. Moi, ça m'arrive de faire latest, commit, voilà. Je suis même pas sûr d'avoir un seul de mes repos qui a une release. Si, peut-être, mais c'était pour tester le système de release. Ouais, tu vois, libjquery.min.js, c'est un peu ça. Mais par contre, non, de voir qu'il y a des releases régulièrement, éventuellement avec une petite changelog, ça coûte pas grand-chose. Mais oui, on voit ça. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le sujet de Semver, parce que je le rappelle, je vais le dire, et je vais mettre comme ça, Semver est un mensonge, arrêtez avec Semver. Mais au-delà de ça, c'est une indication. Donc, c'est bien aussi de voir que les choses elles bougent, que ça a fait plus un d'un côté, plus un au milieu, plus un à gauche. Moi, je le vois comme effectivement, des questionnements. Et des fois, il y a des projets qui gèrent ça très sérieusement. Donc là, Semver peut s'appliquer, mais encore une fois, ça dépend. Vous pouvez voir des choses qui sont bien faites parce qu'il y a eu des vrais tests de breaking, etc. Okay. Does the project announce its roadmap? If yes, how detailed it is? A blurry roadmap or none at all betray a lack of vision. One to detail, especially in the far future, might be a sign of a lack of agility or realism. J'ai envie de temporiser aussi parce que ça dépend du type de dépendance qu'on veut rajouter. Si c'est un outil, par exemple, je pense à un truc de test où on parle de jQuery, etc. Si c'est quelque chose que, oui, vous savez que vous allez utiliser, on va dire, en bénéficiant des évolutions qui vont avoir lieu au fur et à mesure, ça paraît logique. Je parlais de Cypress, je vais prendre Playwright, tiens, pour changer. Playwright, ça me paraît pas déconnant de dire que, oui, à partir du moment où on utilise Playwright, on commit, on s'engage, on se marie avec Playwright. On va faire du test end-to-end, en l'occurrence, le test de navigateur avec Playwright, et on va vivre dans la durée. Donc ça paraît logique de se projeter, de se dire mais qu'est-ce qu'ils ont en tête Playwright? Et par exemple Playwright, ils ont beaucoup d'IA en tête. Donc c'est bien qu'ils l'annoncent, comme ça permet aux gens de dire ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas ou est-ce qu'on peut le débrancher, de se poser la question, de se projeter et de débrayer derrière. Par contre, très souvent, et ça c'est l'autre type de librairie, je trouve, c'est j'ai besoin d'un truc qui fait un machin. Par exemple, je prends un exemple que j'ai traité relativement récemment, je voulais parser des Excel en Rust. Voilà, j'ai pas besoin d'un truc qui va me durer 150 ans. J'ai besoin de parser les Excel d'aujourd'hui. Et en plus, les Excel d'aujourd'hui, ils ont la gentillesse, ça c'est un point positif de chez Microsoft, d'être quand même fortement backward compatible. Donc à partir du moment où j'arrive à lire un Excel d'aujourd'hui, même si un Excel qui est créé dans 10 ans, je pense qu'avec la lib que j'ai aujourd'hui, je vais pouvoir le parser de la même manière. A priori, en tout cas, il y a de fortes chances. Donc c'est la partie un peu snapshot. Non pas que j'aurais réécrit moi-même le bout de code si je l'avais pas eu, mais je me dis ok, je l'ai, c'est l'équivalent d'un bout de code, et peut-être que ça va rester en 0.3 pendant 10 ans, et ça aussi c'est ok. Donc je dirais, comme le disait très bien Nicolas, ça dépend. Mais à voir. Mais en tout cas, faut comprendre ce qu'on veut, ce qu'on a dans le temps, ce que ça donne, et comment on l'interprète. For commercial projects, is there something like LTS, Long-Term Support? Ça, et très bonne utilisation de la notation d'ailleurs, ça c'est extrêmement important. Et ça, je pense que au niveau des projets commerciaux, donc c'est-à-dire vraiment les solutions qui utilisent des librairies, des dépendances, on va dire un peu plus gonflées. Je prends l'exemple de Playwright, Cypress ou ce genre de choses. Oui, il y a probablement des LTS. Enfin, je prends Node par exemple, il y a une LTS. Enfin voilà, c'est bien. Il faut se projeter et il faut pas essayer de faire des kikous, essayer d'utiliser le dernier truc parce que ça a été montré sur un influenceur de Twitch. Et il faut utiliser la dernière version. Non, il faut laisser les trucs digérer. Pour le pro, vraiment, vous prenez pas la tête. Prenez à chaque fois le LTS. Prenez le LTS. Sauf si vous avez vraiment vous avez vraiment besoin des features Edge. Mais il n'y a rien de mieux que le LTS. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup, on parlait d'Angular, voilà. J'apprécie beaucoup les plans vraiment mais qui nécessite de l'argent. Je veux dire, c'est pas gratuit de mettre en place une LTS, parce que on garantit un support pendant une durée, etc. Il faut le payer derrière. Donc, donner à l'open source. Mais oui, bien évidemment. Sinon, c'est YOLO. Activity. For open source project, you must check their activity. Ça, c'est fondamental. A project could have been very active in the past, but lost its drive along the way. In this section, you should check the following items. How many issues are open? C'est le premier truc que je regarde, avant les releases même. Combien il y a d'issues en ce moment? What's the median time to resolve an issue? Bon, ça, pour le coup, c'est beaucoup plus aléatoire, mais c'est intéressant de voir quand il y en a qui sont closes, bien évidemment, si elles sont toutes ouvertes. What's the uncommon resolution status?
What the longest open issue? Answering this should give you a hint about the project overall health. Sachant qu'il y a, je sais qu'il y a ça chez GitHub, il y a des insights notamment, qui sont très intéressantes à regarder, qui sont plus complètes maintenant que ce qu'il y avait avant. Et c'est très intéressant. Et ça permet de voir aussi qui sont les top contributeurs, combien de PR fusionnés dans les 3 derniers mois ou dans le dernier mois. Je crois qu'on peut ajuster d'ailleurs le timescale. Voilà, le nombre de contributeurs, combien il y a de contributeurs, combien les contributeurs contribuent en moyenne, etc. Comme ça, on n'a pas un buzz factor de 1. Donc ouais, voilà. Et c'est ce qu'il dit derrière. How many accounts commit to the project? How many accounts regularly do so? How many core committers are they? In other words, what is the buzz factor? The higher the buzz factor, the more chances that the project will continue if one committer stops. Et j'ai trouvé des issues Angular 2 cette semaine datant de 2016 corrigées dans la 20.x. Alors ça me permet d'adresser un sujet qui me gonfle, mais que je comprends encore une fois, mais personnellement en tant qu'utilisateur ça me gonfle, c'est les bots qui vont fermer automatiquement les issues. Je comprends la logique, je comprends le raisonnement, il n'y a pas de problème, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle de me dire que des besoins existent, mais qui sont pas adressés. Qu'on les ferme en won't fix parce que ça ne fait pas partie de la roadmap et qu'on le dit clairement, j'ai pas de problème. Par contre, qu'on le ferme automatiquement parce qu'au bout de 90 jours, ou de 30 jours, ce que vous voulez, il n'y a pas eu de relance de commentaires, etc. Ça, je trouve ça dommage parce que ça fait perdre de l'information et surtout, ça noie. Du moins, ça ne permet pas de monitorer correctement. Si vous avez 400 issues ouvertes sur votre projet, c'est un problème pour moi. Je vais peut-être pas prendre la librairie. Et peut-être que c'est voulu que je prenne pas la librairie, mais bon, faut le dire clairement dans ce cas-là. Faut trouver parmi toutes les clauses. Exactement. Et puis surtout les clauses voilà. Et c'est dommage parce que ça m'est arrivé plus d'une fois, il y a un XKCD, je crois là-dessus, qui était, oui, j'ai résolu mon problème, voilà, j'ai un problème, oui, j'ai résolu mon problème. Et là, t'es là et tu fais, et c'était quoi la solution? Est-ce que c'était du code? Est-ce que c'était un paramètre? Est-ce que c'était rien du tout? Est-ce que c'était, je sais pas, mettre à jour Node? J'en sais rien. C'est extrêmement frustrant. Donc ça, bon, je le dis aux gens qui font de l'open source, mais je le dis aux gens qui utilisent l'open source, financer l'open source, ça permet aux gens d'avoir, comme le disait le mec de Curl, ça permet de financer une après-midi, une soirée, voilà, entre committeurs pour qu'ils aillent regarder, pour qu'ils prennent du temps pour ça. C'est normal. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est du temps. Donc, oui, si vous faites de l'argent d'une manière ou d'une autre avec ça, faites-le. Ou, comme moi, quand c'est un projet qui utilise beaucoup d'open source et qu'il y a quelque chose qui fait partie de la souveraineté nationale, puisque c'est pour un des ministères, j'en reparlerai de celui-là. Ça me paraît normal. Je veux dire, ça fait partie limite de la souveraineté nationale de se dire, on supporte les outils qui nous permettent de construire notre infrastructure. C'est con comme la lune, je veux dire. On achète bien les serveurs, on peut bien acheter des libres. Related to the above, what's the main committers commit history? Are committers spread among several unrelated projects, or do they focus on the one you depend on? C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il y a des gens qui sont effectivement des serial committers sur pas mal de projets, et c'est très bien. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens, on parle d'Angular, ou même, tiens, on va prendre React. Il y a des gens qui sont sur React, mais qui vont aussi être un peu sur Next.js, qui vont être sur des librairies qui dépendent de l'écosystème de React, et c'est normal, et c'est très bien, et je leur souhaite beaucoup de choses, et j'espère qu'ils iront dans un paradis fleuri, parce qu'il en faut beaucoup des gens comme ça. Il faut balancer ses soirées ou ses week-ends dehors, parce que il faut aller corriger l'issue de Dudule de Stéphane, qui dit mais ça marche pas ce truc-là, et qui disent non mais t'inquiète pas, on va la gérer. Donc ouais, non c'est intéressant, c'est des data points qu'il faudrait peut-être faire apparaître plus clairement. Je ne sais plus si les insights GitHub, GitLab, etc. le font apparaître, mais c'est bien, il faut le faire apparaître. Support, le nerf de la guerre. Support encompasses both commercial support and community support. For most mature organizations, commercial support is a requirement. Bah, tu m'étonnes. Commercial dependencies provide such support by nature. Bah oui, puisque on va payer commercial support, For open source projects, support range from none to companies providing support on projects as part of their core business. Most of the time, this company employ developers working on the project. For example, Tommy Tribe je connais pas, and Hero Devs offer support for the Tomcat Servlet Engine. Ok, c'est côté Java, Apache Tomcat en tout cas. Très bien. Oui, je l'ai vu, on l'a vu dans d'autres écosystèmes, ça, effectivement. Support from the community is free, but also a best effort. There's no guarantee someone will answer your pleas, and if they do, when? Start by listing the available support channel, GitHub, Slack, Google Group, and check the number of different people answering. The delay between an answer and the question, and the quality of answers. Oui, c'est classique, c'est de la participation open source, sachant que le premier réflexe qu'il faudra avoir, au-delà du fait de lâcher du pognon, c'est tout simplement de lâcher du temps.
Je l'avais vu, et je l'ai encore vu il y a pas longtemps ça. Donner des insights comment ça s'appelle, donner des bons messages d'issue, des bons, comment on appelle ça, des repros, voilà, des dépôts, des projets de reproduction de bugs quand vous en avez, etc. Ça a une valeur extraordinaire parce que ça permet aux gens tout simplement de regarder bien, ah oui, ah oui, ok, bah c'est là, ah oui, c'est nous qui avons fait une connerie là. Par contre, si vous arrivez avec votre truc avec une pauvre issue qui est mal écrite en anglais, avec un ton désagréable, etc., ça va pas bien se passer. La première contribution à l'open source, bah, c'est de partager quelque chose de qualité, quoi que ce soit du code, une issue, un texte, ou même d'en parler, et de leur donner du pognon. Developer experience. Developer experience, also known as DX, is one of the key differentiators between a good project and a great one. Documentation play a huge role in DX. Proper documentation should follow the DVO system. Et j'ai appris que c'était un fork de Dataxis ou que Dataxis était un fork de DVO. J'ai pas tout à fait compris lequel dérivait de l'un ou de l'autre, mais je pense que c'est les mêmes gens qui travaillent dessus parce que c'est la même image. Un group content into the following group, tutorial, how to guides, reference guides and explanation. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas creusé le sujet DVO ou Dataxis, faites-le, c'est formidable. Ça vous permet tout de suite de bien ranger correctement vos documentations. C'est trop cool. Most projects provide exhaustive reference documentation. Some do offer a quick start. My first DevRel initiative on a new project is generally to create and make others create one when it's missing. Ah oui, documentation, ok. The option of a quick start is a blocker when onboarding new users. Et vous savez ce qui est pire que l'absence d'onboarding? L'absence d'offboarding. Encore pire. Another component of DX comes from using the dependency itself. I would recommend a prototype within a small time box project using the provided dependencies. It will give you a good feeling for the developer experience. If you invest a lot, it makes sense to prototype a couple of competing dependencies in parallel. Encore une fois, c'est du temps tout ça. Il faut le faire, de développer les alternatives, de faire un rapport pour dire les avantages de l'un et de l'autre et puis alimenter un ADR derrière. Un Architecture Decision Record. Je le conçois. Market Adoption and Ecosystem. I mentioned above that choosing a dependency is a risk management because we are social animals. Pas moi qui le dis cette fois. We can trust people who have chosen the dependency before us to have made a correct decision. Ergo, the more organizations use the dependency, the higher the chances it's the right choice. C'est vrai. However, be careful with the herd mentality syndrome. Voilà. I see many organizations doing just that and choosing something that others have vetted in a completely different context. Cough microservice. Cough microservice, Cough Kubernetes, Cough React, Cough un tas de choses en fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent sous le terme de cargo culte. C'est pas parce que les autres ils ont fait ça que ça va produire les mêmes résultats, d'avoir les mêmes avantages, etc. Still, a large market adoption increases the chance of activity and future support. I'd also recommend checking the ecosystem around if it applies. A CSV parsing dependency obviously doesn't qualify, but an LDAP reading writing one does. Which LDAP provider does it support? Is it Azure, Directory compatible, etc. Logique. Bon, après, ça fait partie, pour le coup, de l'analyse fonctionnelle de la dépendance. Voilà, si je veux parser de l'Excel et que je prends une lib qui fait que du CSV, je vais pas demander à tous mes clients de faire du CSV. Non, il y a de l'Excel, il faut que je supporte de l'Excel. C'est encore plus vrai du temps de l'Excel et de XLSX, jusqu'à ce que je réalise que XLSX, c'était tout simplement un zip d'un Excel. Comme ça qu'on apprend. Finally, check whether one or more team members are already familiar with the dependency. Ça, c'est très vrai. Après, pour moi, ça fait partie de l'accompagnement d'une manière générale. Mais bon, oui, si vous avez toute une équipe qui est familière avec, on parlait de l'écosystème Angular, etc., et que vous avez une dépendance qui ressemble fortement à du React ou à du JSX, TSX, peut se poser des questions, quoi. Normal. Miscellanée. I never used any of the following criteria. I won't develop, yet they might be relevant in your context. Vulnerability management and response time. Pourtant, c'est important. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, là, en ce moment, que j'avais pas mal de CVE à traquer, des pannes de bots qui étaient un peu fâchés, de juste tout simplement creuser, et puis d'aller justement dans les issues, et puis dire, on n'a pas un problème avec la dépendance X en version Y, et boum, je tombe littéralement sur l'issue. Et après, de deux choses l'une. Soit elle est closed, et je fais yes. Soit elle est open, et je fais parce que si elle est open, c'est que ils ont pas résolu le problème, et que ma dépendance, je peux plus m'en servir s'il y a une CVE. Et que j'ai estimé que c'était une CVE qui était grave. Dependency Health and Update Frequency. Donc là, comme on disait, c'est assez aléatoire. Public Security Policy. Oui, effectivement, débattable. Public Benchmark and Performance Metrics. Le problème, c'est que les Performance Metrics et les benchmarks, quand ils sont faits par une lib, bizarrement, ils sont toujours géniaux pour la lib. Vous aurez remarqué ça.
Alors souvent c'est pour se mettre en avant, mais bon, c'est difficile de, voilà, les Who Watches the Watchmen, quoi. Jugé parti. Real World Scalability Example. Ok, effectivement, ça c'est débattable. Company Stability and Financial Transparency. Oui, alors après, ça dépend de la criticité. Ça, si effectivement vous utilisez une dépendance, pour le coup, un peu hard, je sais pas, mettons, je reprends Cypress par exemple. Vous avez tout sur Cypress Cloud et Cypress Cloud, etc. C'est vrai que si à un moment donné, ça commence à se casser la figure parce que la concurrence de Playwright ou autre chose, oui, à un moment donné, vous dites, est-ce que je dois passer mes 3500 tests de composants, itouille, etc. sur autre chose, et que je dois abandonner Cypress, ça va être un coût assez considérable, puisque c'est ce qui vous permet de garantir votre vélocité, les non-règles, etc. Donc oui, ça me semble pas déconnant, dans certains cas, de se poser des questions. Et donc des fois d'être conservateur et de dire, non, attends, je préfère avoir un truc qui me garantisse que je vais avoir des tests dans la durée et tout, et votre Playwright un petit peu bidouillou, la machin, et en plus il parle d'IA et tout, je m'en fiche, je préfère utiliser mon bon vieux Cypress qui a 10 ans, il n'y a pas de... Et c'est ok. Summary. In this post, I listed several criteria that you may use to evaluate dependencies. I hope it will prove useful. Merci Nicolas. Oui, effectivement, je pense que ça sera utile. Je pense que c'est utile. Choisir sa dépendance, c'est pas un acte anodin. C'est vraiment pas un acte anodin. C'est une décision qui doit être prise en considération de tout un tas de paramètres. Comme je le disais à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a trop vendu dans le temps. Il faut être en capacité de prendre du recul et de dire à nos product managers, à nos chefs de projet, etc. Non, on évite de se disperser, de rajouter des fonctionnalités partout dans tous les sens. Il n'y a peut-être pas besoin, en fait. Vraiment, posez-vous la question, parce que nous, ça va nous obliger à rajouter des dépendances derrière qui vont probablement nous poser des problèmes en aval. Si vous nous forcez, je sais pas, à mettre une SPA, voilà, par exemple, à avoir une dépendance de SPA sur tout un tas de trucs qui viennent avec l'SPA, le routing, le machin, les UI framework, etc. C'est important parce que c'est des choses qu'on va pas pouvoir forcément enlever derrière, et qu'on ne fasse pas croire sur la gestion des dépendances, qu'on ne fasse pas croire que on met jamais à jour, on met toujours à jour, on met régulièrement à jour, parce que dans la farandole des trucs qu'on a, il va y avoir des CVE parce que nos dépendances utilisent des dépendances qui utilisent des dépendances qui utilisent des dépendances. Et 3-4 niveaux en dessous, vous vous retrouvez avec un truc vérolé et qui est utilisé par tout le monde. Là, en ce moment, c'est Form Data. Le Depend-the-Bot, en l'occurrence, qui me hurle dans les oreilles, c'est Form Data qui est utilisé par Request, un truc qui est déprécié depuis 2020 et qui est utilisé par plein de clients Node parce que Request était utilisé partout à l'époque. C'est des choix qui sont très, très engageants. Migrer d'un paradigme à l'autre, c'est très, très cher. Et des fois, il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, pour le coup, c'est painted in a corner. Vous voyez, c'est le mec qui, au fur et à mesure, il peint, puis à un moment donné, il fait, ah merde, mais j'ai peint partout et je suis dans un coin de ma pièce et je peux plus bouger parce que sinon, je vais marcher sur ma peinture. C'est un peu ça, souvent. Ou c'est scier la branche sur laquelle on est assis. C'est un peu le même contexte, en fait. C'est choisir une dépendance, c'est déjà commencer à se mettre sur une branche. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle est pourrie, quand il faut changer, que vous voulez aller sur la branche du dessus, c'est vraiment, vraiment pas trivial. Et c'est lourd de conséquences. Donc, regardez bien vos packages.json, regardez bien vos pnpm.log, tout ce que vous voulez, vos cargo.toml, et posez-vous la question, quoi. Avec le vous qui s'accroche au pinceau quand il faut enlever le tabouret. Imagine, oui, celui qui enlève le tabouret, c'est le mec, c'est le Depend-the-Bot avec sa CV. Et t'as le fou qui est là et qui fait « Mais j'ai tenu à ma librairie qui date de 2019 !» Donc oui, non, c'est très engageant. Et je pense que les considérations qu'a Nicolas là, avec les dépendances, c'est les mêmes avec toutes les briques, en fait, l'infrastructure, avec tout ça. Mais on n'est pas assez... Parce que moi, le premier, je préfère aller coder, bien évidemment. Mais on passe pas assez de temps, justement, dans les docs, dans les markdowns, dans les architectures Decision Records, à poser un petit peu toutes ces idées-là et à expliquer le pourquoi à un moment donné on a décidé de prendre tel ou tel crate plutôt que de le faire nous-mêmes. Voilà, c'est pourquoi. Je pense que 80% de notre métier est littéraire. Je l'ai dit et je le répète. Et chaque jour, chaque article que je lis me donne raison. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous avez envie, on stream directement pour poser des questions et réagir. Et puis sinon, n'hésitez pas sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, le like, etc. N'hésitez pas à en parler si ça vous intéresse. Notez qu'il y a maintenant la version podcast, et j'ai vu, on avait regardé la dernière fois, il y a des écoutes au fur et à mesure, donc ça me fait bien plaisir, et je ne vous oublie pas.
Je change même un petit peu, vous avez vu la manière dont je parle des différents articles pour adresser un petit peu la partie podcast, que ce soit aussi agréable à écouter qu'à regarder, même si je fais des jolies têtes des fois. Voilà, mais n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur comment vous voyez le truc, n'hésitez pas à me pousser des liens, n'hésitez pas, c'est important qu'on alimente le débat francophone autour de la tech et qu'on parle de tous ces sujets-là. Ok ? Merci à vous.